Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vous présente aujourd'hui la note d'analyse que j'ai fait sur Verizon. Vous vous souvenez, on a parlé de Verizon, enfin, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci et on est assez optimiste. En tout cas, nous, on est optimiste par rapport à Verizon sur cette chaîne-ci. Donc, on a eu à faire ici, déjà envoyé la première note ici d'analyse il y a quelques temps. On a fait ici le débriefing après la publication des résultats financiers du quatrième trimestre ici. Donc, je vous avais dit que j'allais écouter le conference call et j'allais vous revenir par rapport à ce que moi j'ai pu comprendre sur qu'est-ce qui a été dit, quels sont les éléments importants, etc. D'accord. Donc, la note d'analyse se base sur les états financiers ainsi que sur l'écoute de conférence que j'ai eu. À peu près pris les éléments qui me semblaient un tout petit peu importants. Et à ma grande surprise, en fait, je me suis rendu compte que la vidéo qu'on avait fait ici sur Verizon quand les rapports financiers sont sortis était déjà assez complète, d'accord? Donc l'élément par exemple où on pourrait regarder un tout petit peu en profondeur, c'est peut-être la dette ici, parce que le repaiement de la dette, parce que je pense que c'est la dette qui fait peur ici à la plupart ici des opérateurs de marché, donc à la plupart des investisseurs sur cette compagnie ici. Donc pourquoi est-ce que la dette a augmenté, etc. Je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que la dette a augmenté la dernière fois. Sur toutes les vidéos Verizon, je pense qu'on a déjà brossé cette information-là, la raison du pourquoi est-ce que la dette a augmenté. Ok. Donc il y a également eu, c'est surtout le remboursement de la dette qui est important, d'accord, la réduction de la dépense en capital ici. Donc je pense que sur la dernière vidéo, on avait déjà vu qu'il prévoyait une réduction en capital à peu près aux alentours de 19 milliards 250, 19 milliards 500 en 2023 et aux alentours des 17 milliards en 2024. Donc la note n'a pas encore été partagée. Donc à la fin de cette vidéo aussi, je vais vous l'envoyer ici à tous ceux qui sont abonnés dans le service de la Top Newsletter. Donc j'envoie ça dans la Top Newsletter tout simplement parce que j'en ai parlé une fois. Et voilà, ce que je vais faire ici, c'est que au fur et à mesure des mois qui vont venir, je vais prendre une liste ici dans les entreprises qui ont été. J'ai parlé de certaines entreprises dans la top newsletter ici. Donc, je vais les mettre ici dans la liste que je vais appeler la liste la focus. Donc, ce que je vais faire ici dans cette liste-là, c'est essentiellement revenir sur des entreprises qu'on a déjà eu à partager dans la top newsletter uniquement. Ok, donc on a partagé McDo, je pense qu'on avait partagé Novartis, si je ne me trompe pas, on a dû parler aussi de peut-être Sanofi, je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, je vais identifier toutes les entreprises qui sont, enfin, qui pourraient être intéressantes selon moi à suivre. Ok, je ne dis pas que toutes seront sous-évaluées ou quoi que ce soit, non, c'est juste pour vous montrer le suivi que moi je fais à chaque fois quand je fais des notes d'analyse, on peut voir à peu près, ça vous permet également d'avoir à peu près une idée de comment est-ce que se comportent ces entreprises-là, même si vous n'êtes pas investisseur. OK? Donc, sur Verizon, on va y aller. Donc, le résultat net de Verizon a été mis sous pression. Donc, en effet, pour la période du Q4 2022, ce géant des télécommunications a déclaré un bénéfice net de 1,19 $ par action, soit 3 cents de moins que prévu et 8% de moins que l'année précédente, pour une amélioration de 3,5% du chiffre d'affaires qui s'élève à 35,3 milliards de dollars. Comme cela a été le cas tout au long de l'année, la croissance des revenus issus des services sans fil et l'augmentation des revenus issus des équipements sans fil ont été atténués par le déclin des lignes fixes et l'impact net de l'activité de fusion et acquisition de 2021. De plus, le résultat net a subi les effets de l'augmentation des dépenses promotionnelles, du déclin des activités filaires à forte marge et des pressions inflationnistes sur les coûts. Qui plus est, l'entreprise opère sur un marché hautement concurrentiel, ce qui peut avoir un impact sur le nombre de clients postpayés pour les services sans fil. Le nombre d'ajouts des clients ayant diminué de 3,7% d'une année sur l'autre au cours des derniers mois de l'année 2022. Par conséquent, je pense que j'avais expliqué cette information-ci sur la dernière vidéo, d'accord, concernant la dernière vidéo sur Verizon, la diminution du nombre de clients ici. Pourquoi est-ce qu'on a 3,7%? C'est assez exagéré, mais vous allez voir qu'il y a une explication à ça, d'accord? Donc, par conséquent, les prévisions pour 2023 sont d'environ 4,8 $ par action, en baisse de 0,75 $ par rapport aux prévisions précédentes. Et les estimations nettes pour 2024 sont à 4,90 $ par action. Donc en 2024, on s'attend aux alentours de 4,90 $ par action. Attention, j'ai à peu près pris la médiane ici, d'accord? Donc vous allez voir, parfois certains peuvent avoir des prévisions de 4,96, etc. Mais j'ai essayé de rester assez équilibré ici. De toutes les façons, ça pourrait également, ça reste des prévisions. OK, mais dans le secteur des télécoms ici, il est légèrement facile de faire des prévisions, d'accord? Donc c'est un business à peu près ici prévisible, OK, parce que les gens paient en avance généralement. Et quand on dit ici on parle de télécommunications, quand il faut savoir que télécom ici aux États-Unis, d'accord, télécom c'est Internet.
et téléphonie mobile et résidentielle. Parfois même, il y a de la câblo-distribution. Enfin, quand on parle de uniquement la télévision par câble, ok? Mais ce segment-là, par exemple, est en train de... Voilà, vous comprenez, avec Netflix, etc. C'est un segment qui est en pleine décroissance actuellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un segment qui va mourir. Je pense qu'il y aura de la consolidation. Mais on va parler d'ailleurs de ces entreprises-là dans une prochaine vidéo, tantôt. D'accord? Donc, des entreprises comme Charter Communication, comme Cable One, je pense également Comcast. OK? Donc, on continue. En revanche, les dépenses d'investissement devraient diminuer au cours de cette année. La direction a prévu 18,25 à 19,25 milliards de dollars pour des projets d'investissement en 2023, soit une baisse par rapport aux 23,1 milliards de dollars de 2022. Donc, vous voyez que ça fait à peu près 4 milliards en moins de dépenses. OK? Donc, Verizon ayant commencé à progresser vers une moindre intensité capitalistique, donc notamment elle a énormément dépensé ici pour améliorer l'infrastructure par rapport à l'avènement ici de la 5G, et ce programme d'investissement-là est presque terminé. Il convient de noter que les dépenses supplémentaires liées au déploiement du réseau 5G en bande C, je vous encourage à aller regarder la dernière vidéo. On a parlé ici du réseau 5G en bande C. Ou si vous ne comprenez pas, allez sur YouTube ou bien sur Google, allez voir ce que ça veut dire le réseau 5G en bande C. D'accord? De Verizon devrait être de l'ordre de 1,75 milliard de dollars. Donc, pour faire simple, la 5G qu'on nous promet partout, ce n'est pas la véritable 5G. D'accord? Quand je dis... techniquement, s'il fallait vraiment donner la 5G à pleine puissance, il faudrait des tours de télécommunication partout. D'accord? Donc, or, ce n'est pas faisable. Ce n'est vraiment pas faisable. Donc, c'est pour ça ils ont trouvé à peu près une alternative, voilà, pour avoir à peu près un simili 5G. Et toutes les compagnies de télécom font ça. D'accord? Tout simplement parce que, oui, là, c'est plus rapide que la LTE ou bien la 4G qu'on avait, mais ce n'est vraiment pas la véritable 5G en tant que telle. OK? Mais dans tous les cas de figure, voilà, c'est déjà quelque chose de mieux que précédemment en termes de vitesse. OK? Donc, soit une baisse significative par rapport à l'année dernière. Enfin, l'entreprise prévoit que les dépenses en capital s'élèveront à environ 17 milliards de dollars l'année prochaine, donc en 2024. Donc, on est à 17 milliards de dollars. À partir de là, vous pouvez déjà voir quels sont les free cash flow qu'on pourrait attendre à partir des operating cash flow. OK? Donc, les investisseurs ayant une vision à court terme ont de meilleures options. D'accord? Quand je dis court terme, là, c'est ceux qui veulent à peu près faire augmenter leur capital sur 1 an, 2 ans. C'est une entreprise qui va souffrir dans les mois à venir. Tant que la dépense en capital n'est pas revenue aux 17 milliards à peu près ici, et qu'on voit que les activités promotionnelles ici, voilà, diminuent, de toute façon, il y aura toujours des activités promotionnelles ici. D'accord? Donc, cette action devrait connaître une performance médiocre au cours des 12 prochains mois. Quand je dis médiocre ici, je ne suis pas également devin pour savoir comment est-ce que le marché va se comporter. Peut-être même le marché va avoir tendance à, voilà, à favoriser les entreprises comme Verizon, notamment parce que ça reste de la consommation défensive. Ok, ne l'oubliez pas, même si c'est dans le secteur des télécoms, c'est assez défensif comme secteur ici. Donc, moi, je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire en 2022 non plus, d'accord? En 2023. Ok, peut-être qu'à partir de 2024, on pourra commencer à réfléchir, mais je pense également que le déclic ici, donc comment on appelle ça? le, je pense que c'est le catalyseur ici, c'est surtout le remboursement de la dette. Et quand je parle de la dette ici, elle n'a pas une énorme dette. Hein. La dette nette sur EBITDA ici est aux alentours de 3,5 fois les EBITDA, d'accord? Et quand on prend la dette nette sur EBITDA moins la dépense en capital actuelle, hein, on est à peu près à 5,5 fois. Or, la dépense en capital aura tendance à diminuer, donc on va avoir tendance à baisser ce ratio-là. Mais en moyenne, ce ratio de dette nette sur EBITDA moins CAPEX est aux alentours des 3 fois, est aux alentours de 3, d'accord? Donc, je pense qu'on va revenir à ces niveaux-là. C'est une entreprise ici qui a la capacité de dégager aussi des free cash flow de l'ordre d'une vingtaine de milliards en pleine économie, avec des bénéfices, quand elle a une dépense en capital de 17 milliards par là, donc c'est 20 milliards de free cash flow. Dans ce 20 milliards de free cash flow, on vous donne à peu près une dizaine de milliards comment on appelle ça, en dividendes ou bien en rachat d'actions. Et le 10 milliards restant, on s'occupe au remboursement de la dette. Je vous ai dit ici que si on doit rembourser la dette ici avec la totalité des 20 milliards, cette dette nette-là se rembourse en moins de 10 ans, juste avec les cash flows. Je dis bien juste avec les cash flows, en moins de 10 ans. Et c'est assez correct comme ça.
OK? Donc, elle a les moyens de rembourser cette dette-là. Ce n'est même pas un problème. OK? Maintenant, si on le fait avec les 10 milliards restants également ici, on va le faire peut-être en 15 ans, mais également, on peut faire rouler cette dette-là. Donc, à la fin de la journée, voilà, la dette n'est vraiment pas un problème, cette compagnie-ci. Donc, si vous vous posez encore la question, oui, mais elle a pris une énorme dette ici, je vous encourage à aller lire vos rapports financiers. Parce que là, il faut comprendre pourquoi est-ce que cette dette a augmenté et la raison est totalement, c'est une bonne raison. Elle n'avait pas le choix de le faire. OK? Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit sur la dernière vidéo ici. Donc, les investisseurs, donc, à court terme, ici, on va avoir tendance à souffrir. Ça, c'est normal. Donc, cependant, les investisseurs plus patients peuvent trouver là une occasion idéale de se positionner, comme la dernière fois. Le potentiel d'appréciation du capital de l'action VZ d'ici 3 à 5 ans constitue un bon complément. Donc, le rendement en dividende de l'action est 4 fois supérieur à celui du S&P 500, ce qui ravira les investisseurs en revenus. Enfin, les investisseurs en revenus, il faut que je change ça ici. Donc, ceux qui recherchent ici un revenu, donc les investisseurs ici, je vais changer cette partie ici parce que je ne pense pas que ce soit... Voilà, il faut que j'ajuste cette partie ici. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ceux qui recherchent essentiellement un dividende ici, le prix actuel est tout simplement intéressant, d'accord? Votre rendement sur coût d'acquisition est très intéressant. Et je reviens encore sur la notion de rendement sur coût d'acquisition. Vous avez une entreprise ici, en date d'aujourd'hui, d'accord? Elle a augmenté son bilan, etc. Bon, vous savez à peu près que ça, c'est une information, voilà, c'est intéressant pour d'autres personnes. Donc, elle a augmenté son dividende par rapport à l'année précédente ici, et ce n'est que normal, ça va continuer. OK? Donc, tant que le business model, tant que le business sous-jacent se comporte bien, le dividende prendra soin de lui-même. OK? Donc, nous avons une entreprise ici, en date d'aujourd'hui, qui, en 2023, pourrait dégager aux alentours des, voilà, ici les prévisions ici pour 2023, on est à combien 4,80, environ 4,80. Certains ici, comme sur Fastgraph, attendent 4,70. Admettons même qu'on est à 4,70. Et alors, 4,70. OK? Donc, 4,70, d'accord, divisé par le prix actuel, d'accord, disons $38, ça donne un rendement de combien? 12%. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez cette entreprise au prix actuel, votre rendement espéré est de 12%. OK? Et ce rendement espéré, là, vous pourrez uniquement l'avoir si on vous donne 100% des bénéfices nets. Or, on sait qu'on ne donne jamais 100% des bénéfices nets. Donc, sachez que votre rendement ici espéré sera peut-être compensé par la croissance du prix de l'action, le remboursement de la dette, le rachat d'actions, l'augmentation d'un dividende. Donc, c'est un combo. OK? Donc, je sais une chose, c'est qu'en l'achetant en date d'aujourd'hui, j'espère un 12%. Mais si je l'avais acheté, disons, à 80$ l'action, admettons, $80 l'action avec le même niveau de bénéfice net par action, d'accord, à $4,70. Donc, $4,70 divisé par 80, ça me donne un rendement de 5,87%. D'accord? Donc, c'est-à-dire que mon rendement espéré ne peut pas aller au-delà de 5,87% à l'état actuel des choses. OK? Donc, c'est comme ça que je réfléchis en termes de dividendes. Donc, mon rendement sur coût d'acquisition est très, très important. Donc, si on atteint en 2025, on arrive à avoir le $4,90 ou $4,96 comme c'est mentionné ici. Je vous rappelle qu'à ces niveaux-ci, c'était $4,80. Moi, je m'attends, enfin, par rapport aux estimations des analyses que j'ai pu prendre par rapport à la médiane, je m'attends à peu près à $4,90 ici. OK? Donc, $4,90, je vais mettre $4,96 ici, ça ne me dérange pas non plus. Divisé par le prix actuel, $38, donc 37, c'est pas nécessaire de mettre 37,91. On fait une estimation. Donc, ça revient à 13%. Donc, si le bénéfice net augmente, etc., on aura 13% sur coût d'acquisition. D'accord? Donc, ce dividende-ci, là, déjà en date d'aujourd'hui, vous avez un dividend yield de 6,88%. Je dis bien, je ne sais pas ce que vous recherchez en fait. Voilà des entreprises simples à comprendre, ok? C'est un business mature, indispensable, avec une entreprise qui domine son secteur ou bien qui fait partie des entreprises qui dominent ce secteur-là parce qu'il y a Verizon, AT&T et T-Mobile. Le reste, c'est des suiveurs. Okay? Ces trois entités-là auront tendance à dominer ce secteur d'activité. D'accord? Et vous avez une entreprise qui est bien capitalisée. D'accord? Qui peut rembourser sa dette. OK? Elle peut juste augmenter. Si elle augmente juste son dividende ici de 1 cent par an, ça sera toujours une augmentation du dividende en remboursant la dette, etc. OK? En parlant même de la dette. Comme je l'ai dit ici, j'adore écouter les conférences calls. La transcription ici, moi j'aime bien ça parce que par rapport à ce que dit le management, vous pouvez comprendre des choses à l'intérieur. D'accord? Quand le management, par exemple, quand on parle de la dette ici, j'ai identifié un élément ici. Voilà un analyste qui pose une question. Donc, CTRL F, je cherche le terme dette. OK?
Donc, dette ici, tac, tac, tac. Donc, ils vous disent ici que income. Finally, we deliver it. Donc, on va mettre ça ici en français. On va mettre ça là. Je vais mettre comme ça. Copier. Je viens ici. Je colle. D'accord? Il vous dit ceci. Enfin, nous avons dégagé un flux de trésorerie disponible de 14,1 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022 ici. Et nous avons terminé l'année avec un ratio dette nette non garantie. D'accord, on parle ici de dette nette, la dette nette non garantie ici, donc unsecure. Donc, il y a également de la dette sécurisée à l'intérieur. Donc, faites attention ici avec ces termes-là. Ajusté à 2,7 fois les EBITDA. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première information ici concernant la dette. Donc, on continue. Je cherche une question ici posée par un analyste. Voilà. Voilà, ici. C'est la page 15 de ce document. D'accord, vous pouvez le retrouver sur le site de l'entreprise. Vous tapez juste ici sur Google Verizon Transcript Q4 2022. Vous allez trouver. D'accord, donc je tape ça, je viens ici. Voici la question que l'analyste pose. Et s'il vous plaît, voilà, ce ne sera pas exactement ça ici, mais vous allez comprendre le sens. Matt ici, c'est en passant, Matt Ellis, qui est le CFO de l'entreprise, il a démissionné, d'accord? Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y aura changement de CFO ici. Généralement, quand un CFO démissionne, c'est souvent, il faut faire attention. Mais bon, ça faisait 6 ans qu'il était là, etc. Donc, peut-être également, vous ne savez pas, peut-être qu'à l'intérieur, il aspire à mieux, des choses comme ça. Donc, il a démissionné, d'accord? Ou bien on va le remplacer également à partir du 1er du mois de mai. Donc, ça, c'est une information qui est tombée vendredi passé. Donc, au moins ça, entre parenthèses, vous l'avez. Donc, la question est la suivante. Matt, pouvez-vous nous parler de vos objectifs en matière de flux de trésorerie disponible? Et plus précisément, de combien pensez-vous pouvoir réduire la dette par an, en quelque sorte, à l'avenir? À l'avenir par an à ce stade. Donc, et deuxièmement, pouvez-vous nous parler du facteur de déclenchement de la croissance du sans-fil? Il semble que vous laissiez entendre que vos prévisions pour 2025, c'est 2025. Quand on met ici apostrophe 25, on parle ici de 2025, d'accord? Qu'il s'agit d'un bon taux de croissance. Vous avez laissé entendre avec vos prévisions pour 2025 qu'il s'agit d'un bon taux de croissance. Attends. Attendez un peu, est-ce que c'est un bon taux de croissance? Mais pourtant, vos vitesses vont être multipliées par 3 et la couverture, vitesse et la couverture, donc vous comprenez pourquoi est-ce que je l'ai mis, quand c'est pas exactement ça en français. Mais voilà, vous allez multiplier ici la vitesse de vos données ici par 3 ainsi que la couverture de vos réseaux. Vous allez avoir une quantité massive de capacité qui va sortir, donc capacité massive. Donc, mais pensez-vous qu'il s'agit d'un bon rythme de croisière pour le sans-fil ou qu'il peut s'accélérer? Donc, il y a deux questions ici. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la dette. Donc, il vous parle ici du pourquoi est-ce qu'ils espèrent avoir une certaine croissance ici à l'avenir. Ça, c'est la réponse, elle est là. Et maintenant, en termes de dette ici, alors, je vous fais ça simple. Hein. Ils ont dit ceci. La dette ici, il n'a pas parlé d'un objectif en termes de remboursement de la dette. Il a dit ceci. Quand vous voyez le remboursement de la dette, la diminution ici de la dépense en capital en 2023 et en 2024, vous pouvez déjà à peu près en filigrane comprendre qu'on aura assez d'argent ici disponible pour le remboursement de la dette. C'est ce qu'il a dit, c'est tout. Tout ce qui a été dit, on n'a pas donné d'objectif ni quoi que ce soit ici. OK? Donc, ça, par contre, voilà, j'aurais bien aimé un objectif, mais également, il faut mentionner que cette entreprise a bien mentionné dans les rapports financiers, dans le conference call précédent, qu'ils étaient toujours ouverts aux acquisitions. Donc, attention. Donc, c'est peut-être que le management reste prudent ici pour ne pas déclarer quelque chose. Et après ça, à la fin, ils vont être jugés par rapport à cette information, enfin, pas à cette information, par rapport à cet élément un élément qu'ils ont mentionné ici aujourd'hui par rapport à un objectif qu'ils ne vont peut-être pas atteindre parce que cet objectif-là ne va peut-être pas être atteint par rapport à X ou Y raison. Si on fait une acquisition ici, ça peut changer tout. Au lieu d'avoir un ratio de 3 fois les EBITDA ici d'ici 2025, on aura peut-être 3,2 fois les EBITDA et après les analystes vont dire ah ouais mais l'objectif en termes de dette de ratio d'endettement ici n'a pas été atteint, machin. Non. Donc ils ont été prudents. OK? Pour revenir ici à la note, donc, pour faire simple, hein, ça reste une entreprise assez intéressante au prix actuel. La vidéo concernant l'évaluation qu'on a fait précédemment ne va pas changer. Et je vous ai également montré en termes de rendement par rapport au coût d'acquisition ici, comment est-ce que je réfléchis. Donc, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui vous présente 13%, 12% de rendement, potentiellement 13% de rendement en date d'aujourd'hui, dans un business qui est
viable à long terme, ok? C'est une entreprise qui domine ce secteur d'activité-là et qui le dominera encore dans les 10 prochaines années, d'accord? Qui a la capacité de rembourser sa dette en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez en supplément? Vous voulez quoi? C'est 6,88% ici à attendre les bras croisés. Et ce dividende-là n'est pas à risque. Enfin, techniquement, on n'est jamais à l'abri de quoi d'un black swan, etc. Voilà. Mais ce dividende, en tout cas en date d'aujourd'hui, il n'est pas à risque. OK? So, pour ceux qui aiment le dividende, et même pour ceux qui n'aiment pas le 6,88% quand même, c'est quand même un rendement issu, même si, voilà, avant les taxes, hein, bien sûr, mais avant les taxes quand même. Mais comme je le dis toujours ici, c'est pour ça qu'il faut souvent favoriser ici les entreprises qui ont également la capacité de faire croître le capital. D'accord? Donc, j'arrête de mettre la sauce sur Verizon ici aujourd'hui parce que voilà, vous savez que je suis un tout petit peu optimiste sur cette compagnie-ci. OK? Donc, ça continue, ça reste la même chose. Donc, on va continuer à suivre l'entreprise ici. Comme je l'ai dit, de temps en temps, je vais revenir sur les rapports financiers ici. Là, on l'écoute des conférences call. Remarquez ça, que ça prend... regardez, on a quoi? 17 pages. D'accord? C'est 17 pages ici. Et quand c'est en lecture, c'est à peu près 1 heure de temps, les amis. D'accord? Juste pour lire ou bien écouter. Et maintenant, il faut transposer ça en quelque chose de facile à comprendre. OK? Parce que s'il fallait aller plus loin, réellement ici, cette note-ci allait dépasser ce nombre de pages. Je veux que ça reste à peu près sur une seule page. Donc, vous avez l'information par rapport à ce qui s'est passé en termes de bénéfices nets, etc. Ceux qui n'ont pas lu les rapports financiers, d'accord, vous avez l'information ici par rapport aux prévisions. Vous l'avez également. Également, ici, on parle également par rapport à qu'est-ce qui pourrait impacter ici les free cash flow. On a l'information ici, ok. Je parle également du fait que l'entreprise pourrait souffrir sur les mois à venir, d'accord, pour X ou Y raison ici. Notamment ici, je pense que le catalyseur ici, ça sera plutôt le remboursement rapide de la dette ici, ok. Donc, est-ce que c'est le cas en date d'aujourd'hui? Donc, pour le moment ici, on ne parle pas encore de remboursement de la dette. D'accord? Donc, c'est une entreprise en date d'aujourd'hui. Enfin, quand on dit on ne parle pas encore de remboursement de la dette, le remboursement de la dette n'est pas encore effectif ici aujourd'hui, donc on aimerait voir quelque chose qui diminue dans les années à venir, ok? Mais pour le moment ici, le ratio dette net sur EBITDA reste assez correct, ok? Donc, c'est une entreprise également, est-ce qu'elle rachète ses actions? Je pense même qu'elle devrait, je pense qu'il y a un programme de rachat d'actions si je ne me trompe pas, de toute façon, il faudrait que j'aille vérifier ça ici. Elle a augmenté son nombre d'actions ici et les gens vont se dire, ah ouais, mais le nombre d'actions a augmenté. S'il vous plaît, quand le nombre d'actions augmente, regardez sont les bénéfices nets ici par action, d'accord? Donc, ça, c'est la version diluée ici, donc ça pourrait qu'ajuster ici en conséquence. Donc, la dette nette augmente, mais les bénéfices nets par action augmentent également. OK? So, n'oubliez pas. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Verizon. On reste toujours assez confiant par rapport à cette compagnie-ci. Elle est sous-évaluée. D'accord? Elle est très sous-évaluée même d'ailleurs. OK? Par rapport au rendement ici, 6,91%, c'est comme si c'est une entreprise ici qui allait faire faillite demain matin ou je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le marché est si pessimiste. En tout cas, par rapport à ce que moi j'ai lu, je ne vois pas je vois vraiment pas quelque chose de vraiment négatif. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel, de négatif dessus. En tout cas, je peux également me tromper, je me réserve le droit de le faire. Comme je l'ai dit ici, donc vous avez les liens dans la top newsletter, ainsi que dans lequel je vais partager la note en question dans la top newsletter. Et dans le service top premium, vous avez généralement des notes d'analyse pour des entreprises qui, moi, m'intéressent et qui sont généralement sous-évaluées, des entreprises qualitatives. Ne vous inquiétez pas, dans le service top premium, nous n'avons pas Verizon. C'est pas parce que Verizon n'est pas intéressante, mais c'est parce que j'ai déjà présenté Verizon à tout le monde. Ok, donc ça sert à rien de le présenter également à l'intérieur parce que les entreprises que je présente dans le service top premium restent dans le service top premium. Et en supplément, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a l'habitude de faire ici sur n'importe quelle compagnie. Analyse quantitative, c'est juste regarder les chiffres ici, estimer à peu près combien est-ce que l'entreprise vaut par rapport aux chiffres actuels. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.